Bonjour. Donc ce matin, nous allons parler gouvernance des données. Alors, en pleine période de pandémie Covid-19, les entreprises sont en plein darwinisme. Il s'est mis en place un processus de sélection naturelle qui va produire une diversification et entraîner une adaptation des entreprises. Donc, celles-ci doivent se réinventer en permanence pour s'adapter à leur environnement. Et l'un des variants de leur adaptation va résider dans l'exploitation des données qu'elles créent ou qu'elles vont collecter. Alors, juste un petit rappel pour ce que c'est que la gouvernance des données. La gouvernance des données, c'est un ensemble de rôles, règles, normes et outils qui assurent la cohérence et la conformité de l'utilisation des données. La mise sous gouvernance de la donnée va impacter tous les niveaux d'entreprise et va améliorer considérablement l'efficacité opérationnelle. Alors, donc, si on connaît la gouvernance des données depuis longtemps, il y a peut-être une urgence à accélérer, c'est-à-dire à exécuter plus rapidement son déploiement. Alors, comment on va faire ça? Pourquoi on va faire ça? C'est ce qu'on va tâcher de décrypter ce matin avec nos 3 experts. Alors, pour animer cette conférence, j'ai avec moi Alain Bueno. Alain travaille depuis près de 20 ans dans l'industrie du logiciel, donc 15 années passées chez ASG Technologies. Il connaît du bout des doigts la solution ASG Data Intelligence qu'il a déployée un petit peu partout en France, en Belgique et en Suisse, c'est ça? Si je me trompe C'est pas. ça. C'est ça, c'est un passionné de cuisine léchée, la cuisine des grands chefs. Donc, on verra avec lui comment bien accommoder sa data gouvernance. Bonjour Alain. Bonjour. À tes côtés, j'ai Anna Staude. Anna, c'est en charge de l'architecture des systèmes d'information et de la qualité des données chez Groupe Pasteur Mutualité. Précédemment, dev puis tech lead autour de la data. Il est architecte depuis plus de 15 ans. C'est un ancien sprinter, adepte de l'aïkido et de l'équitation. Il nous donnera son retour d'expérience de l'implémentation de la gouvernance au sein du groupe Pasteur. Bonjour Anas. Bonjour. Et enfin, Pascal Dury. Pascal est le vice-président de la data governance chez GEMS, c'est-à-dire qu'il a une très bonne vision, une connaissance de la gouvernance, de la gestion des données de référence, de la qualité des données. Il a travaillé chez Kerus, Quatrax, Unisys et a aussi supervisé le nouveau référentiel tiers de BPI France. C'est également un amateur de bonne chair comme Alain, un Tom Cruise du billard, son film préféré La couleur de l'argent, et un fin mélomane. Bonjour. Bonjour Pascal. Donc, côté organisation, nous sommes ensemble à peu près pour 45 minutes. Les micros sont normalement coupés de mon côté. Vous pouvez évidemment poser des questions et on vous encourage effectivement à parler de vos problématiques en direct. On essaiera de les prendre un petit peu en direct. Bon, voilà, je pense que tout est dit. On peut commencer. Donc, je vais donner la parole peut-être par Pascal pour nous donner un petit aperçu, un petit bilan sur la gouvernance. Très bien. Donc, je ne vais pas parler très longtemps. Je vais laisser la place à nos 2 héros du jour. Mais globalement, aujourd'hui, le constat, et Mathieu en a parlé juste avant, c'est que les besoins en analytics, en connaissance de la donnée, augmentent. On en a de plus en plus. On a besoin de savoir ce qu'on a comme données pour plein de raisons, que ce soit des raisons réglementaires, par rapport à la modernisation de notre système d'information, la migration d'applications vers le cloud, et puis l'augmentation des analyses et de l'exploitation de la donnée. Et malgré tout, les questions qu'on pose par rapport aux données, c'est toujours les mêmes. Elles n'ont pas changé depuis une quinzaine d'années. Depuis qu'on a commencé avec la gestion des données de référence, c'est quelles sont mes données, qu'est-ce qui est disponible, où elles sont, c'est quoi leur qualité, c'est quoi la sensibilité qu'on a sur ces données, comment je dois les traiter, quelles sont les mesures, dans quelle mesure elles sont disponibles, est-ce que c'est en libre accès, est-ce que c'est de l'open data, est-ce que c'est de la donnée restreinte, et puis quel est le niveau de protection et comment elles sont utilisées, est-ce qu'elles sont utilisées correctement et comment, lorsque je dois les limiter, quelles sont les politiques autour de l'élimination de ces données. Donc, on ne va pas répondre à toutes ces questions, mais des outils comme ASG sont là justement pour traiter un certain nombre apporter des réponses à un certain nombre de ces questions. Ouais, donc Pascal, ça, c'est les questions un peu type qu'on voit apparaître avec les clients. Typiquement, elles reviennent en permanence, ces questions-là. Hein. Donc, Oui, c'est toujours aujourd'hui, quand on commence à travailler l'outillage de la gouvernance de données, on répond à la première question qui est quelles sont les données disponibles, à quoi elles servent, quelles sont leurs documentations. Et puis derrière, on va agrémenter, on va améliorer le niveau documentaire avec des notions de qualité de données. Est-ce que c'est des données de qualité? Est-ce que je peux avoir une certaine confiance dans l'exploitation des données?
Et quand j'ai des datasets qui sont documentés, c'est quoi leur utilisation appropriée? C'est-à-dire qu'on a des datasets qui vont être spécialisés pour des données de risque, de marché par exemple, d'autres datasets qui sont conçus pour travailler sur des données de marketing. Et donc, les analyses qu'on va faire, on peut croiser ces données-là, mais si on utilise un dataset avec des données de risque pour faire du marketing, on s'est trompé de jeu de données, donc il faut retravailler. Donc, l'importance de cette documentation et de cette bonne gestion de ces données-là est primordiale pour les entreprises aujourd'hui. D'accord, donc ça, on est d'accord que c'est une grille de lecture qu'il faut se poser. Oui, c'est une grille de lecture. Oui. C'est moi qui pose du bruit. Il y a un petit peu de bruit. Merci pour l'introduction. Du coup, j'aimerais bien donner la parole à Alain. Alain, on en parlait dans le titre, il y avait le mot accélérer. Accélérer la gouvernance de données. Est-ce que je te pose la question, du coup, pourquoi accélérer la gouvernance de données? Oui, merci Mathieu. En fait, moi j'ai à peu près, donc ça fait maintenant 7 ans que je fais ce métier, j'ai rencontré des dizaines, peut-être des centaines d'entreprises. Globalement, aujourd'hui, tout le monde a commencé sa gouvernance. C'est-à-dire que toutes les entreprises se sont lancées, alors que ce soit pour des raisons de conformité, donc on a des aspects de gouvernance défensive, c'est-à-dire que les banques, les assurances, typiquement l'entreprise d'Anas doivent répondre aujourd'hui à des auditeurs pour être conformes, j'allais dire, aux normes. Cette pression-là, c'est pas nouveau, hein, ça a démarré en plein milieu des années 2010, mais globalement aujourd'hui, ce que notent les auditeurs, c'est qu'il y a encore du retard dans la gestion et notamment des aspects autour de l'automatisation qui permettent de fiabiliser les programmes de qualité des données, puisque les normes prudentielles visent, j'allais dire, à mettre les données en qualité, et les entreprises vont pouvoir publier leurs rapports pour montrer qu'elles respectent, qu'elles sont dans les clous. Ça, c'est le premier sujet. Je ne parle pas de l'émergence des données à caractère personnel. On va rentrer dans cette phase d'outillage maintenant. Les entreprises se sont cherchées depuis 2018, mais maintenant, on sent une nette accélération. Donc, en fait, globalement, tout le monde a mis en place ce cadre. Et je dirais qu'au début, la gouvernance des données, c'était vraiment pris comme un poids contre. Voilà, il fallait y passer parce qu'il y avait des besoins réglementaires et des risques de pénalité. Donc ça, c'est rentré dans les mœurs. Les entreprises ont beaucoup travaillé sur les aspects d'une façon manuelle pour l'essentiel. Maintenant, il est temps de passer à l'outillage pour automatiser. Le deuxième sujet, c'est pour rebondir sur ce que disait à l'instant Pascal, c'est ces nouveaux besoins qu'ont le métier. Hein. Les entreprises comprennent qu'elles ont un patrimoine, que leurs données ont de la valeur. Et là, le métier met la pression pour trouver de nouveaux usages, pour pouvoir accélérer la transformation digitale. Il est clair que les grands axes, enfin l'un des plus gros axes que moi je vois aujourd'hui, c'est vraiment de créer une relation de confiance très forte avec ses clients, parce que la confiance, ça va valoir cher dans les années à venir, ne serait-ce que pour les données à caractère personnel, mais aussi pour la fiabilité du service. Donc en fait, on s'apprête à aller vers, et ça s'appelle la gouvernance offensive, quand on traite des problématiques métiers. En fait, ce que l'on prône, ce que l'on voit, c'est, et comment le Gartner en parle ainsi, on appelle ça la gouvernance adaptative, c'est-à-dire ce mix entre la performance pour l'entreprise et la protection, la gestion du risque pour la gouvernance. Et là, ce qui est important, c'est que il faut comprendre que chaque initiative de gouvernance des données, que ce soit une gouvernance donc offensive ou défensive, finalement obéit toujours au même mécanisme, c'est-à-dire qu'on va devoir toujours gérer les mêmes choses, un périmètre, des politiques, des règles, des contrôles, une organisation, des processus, des rapports. Tout ça, ça vise tout le temps au même résultat. Ça va être réellement de contrôler, optimiser l'entreprise, optimiser le service de l'entreprise, limiter les risques évidemment, et puis renforcer les équipes pour pouvoir prendre des décisions plus importantes. Ce qui est important, c'est d'être très agile. Et donc par rapport à ça, nous, nos convictions, quand on met en place une gouvernance des données, c'est tout de suite penser grand, d'accord? C'est-à-dire que la solution qu'on propose permet de gérer tout type d'initiative de gouvernance des données, et nous, on vous incite, ma profonde conviction, c'est pas de rester simplement au niveau métier où on va déclarer dans un dictionnaire métier quelles sont les données, quels sont les processus, les politiques. Il faut absolument faire le lien avec la technique, parce qu'une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir prendre les bonnes décisions. Sans faire l'alignement entre les données métiers et techniques, on ne peut pas s'en sortir. Alors le métier, ça bouge peu, la technique, ça n'arrête pas de bouger dans les systèmes, c'est ça qui est difficile pour les organisations. Donc l'industrie... Alain, juste quand on dit il faut penser grand, ça ne veut pas dire forcément un gros système cher avec énormément de modules à mettre en place, on est d'accord? Non,
Non, c'est pas ça du tout. Effectivement, il faut penser grand dans le sens, il ne faut pas s'arrêter à acheter une solution pour gérer les données à caractère impersonnel, une solution pour gérer, par exemple, Solvabilité 2 pour les mutualisations. Il faut penser, j'allais dire, multi-cas d'usage, parce que la solution va permettre de le gérer. Il faut penser à industrialisation, parce qu'aujourd'hui, beaucoup trop de tâches sont faites de façon manuelle, ce qui fait perdre énormément de temps qu'on doit refaire des inventaires, par exemple, quand on doit mettre en place des processus. Évidemment, les solutions, dès le début, elles doivent être conçues pour être performantes, donc répondre rapidement, facilement déployables, extensibles, évidemment. C'est-à-dire qu'en fait, quand nous, on adresse des clients, généralement, ils savent ce qu'ils veulent tout de suite, mais ils ne savent pas vers quoi ils vont aller. Donc ça, on va pouvoir les accompagner et surtout, multi-usage. Alors du coup, il y avait un slide qu'on avait discuté ensemble, c'est celui-là. Oui. Et du coup, c'était la boîte à outils en fait pour faire la gouvernance de données. Absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, AEG Data Intelligence, c'est une solution qui a plus de 20 ans, donc qui est aujourd'hui très éprouvée. Et on peut dire que cette solution est globalement la solution qui dispose le plus de fonctionnalités dès le départ. Donc, quand vous démarrez avec nous, vous avez la garantie que ça va aller très vite pour valoriser vos données. Je ne vais pas vous détailler cette slide, mais en fait, globalement, vous avez de façon intégrée dans la solution des mécanismes pour automatiquement aller chercher les métadonnées dans vos systèmes. On est aujourd'hui concepteur de scanners qui permettent d'automatiser tous ces inventaires qui sont faits de façon incrémentale. On va pouvoir automatiser les workflows, donc tout ce qui va tourner autour des processus et de l'organisation derrière, le reporting et évidemment la distribution dans l'entreprise. Donc cette solution, c'est vraiment la possibilité de mettre des capacités et des fondations très solides. Je veux bien que tu passes à la slide d'après. Alors moi, j'avais juste une question là-dessus, parce que c'est vrai que quand on voit ça en tant que client, on se dit, oulala, ça peut être compliqué. Est-ce que peut-être, Anas, tu pourrais nous dire, toi, de ton expérience qui a utilisé l'outil, où est-ce que tu te trouves dans les blocs de valorisation des données et en quoi, finalement, c'est pas si compliqué que ça, du tout, même si Alors oui, moi je me trouve dans la colonne complètement à gauche, là, à côté de la flèche orange. On est en train de faire toutes les briques là, de cette colonne-là. Okay. Donc notamment analyser, confiance, partager, préparer, analyser aussi. Et la gestion, on est en train de monter le dispositif pour avoir une gestion complète et transverse de toutes les données. Donc sur ces briques-là, évidemment, oui, on est en train de couvrir de plus en plus de fonctions. Après, pour le reste des briques, il y en a certaines qu'on va probablement mettre en place, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas celle de la colonne à gauche, on est engagé pour les mettre en place. Donc, du coup, cette méthodologie qu'Alain nous expliquait, on la retrouve un petit peu partout. On parlait de différents cas d'usage et de l'importance de multiples cas d'usage. Est-ce qu'on peut en dire 2 mots là-dessus ? Oui, c'est moi qui reprends la main, n'est-ce pas ? Tu reprends la main, oui. Oui, pardon. Donc, en fait, simplement, quand on met des fondations solides, c'est-à-dire qu'on se prépare à pouvoir gérer vraiment tout type de cas d'usage. Le premier, on en parlait en introduction, c'est tout ce qui va tourner autour de la conformité réglementaire. Donc, concrètement, on vise à mettre en place un dispositif qui va permettre de mettre en qualité les données et de les suivre dans le temps. Ça, c'est typiquement le cas de Solvabilité 2 ou de BCBS 239, mais qui va pouvoir également vous aider dans tout ce qui va tourner autour du GDPR pour identifier où sont, par exemple, stockées les données que vous devez aller modifier. Donc, cette logique de traçabilité des données, elle est clé. La logique de contrôle également. Ce qui est super important, c'est de pouvoir mettre un dispositif qui va permettre, en s'appuyant sur la 3e feature, le risque opérationnel, d'anticiper, j'allais dire, le risque qu'on pouvait vous prendre par rapport à une initiative ou par rapport à un nouveau dispositif. Évidemment, la solution permet de gérer la gouvernance des données. Donc, je parlais aujourd'hui de ce que connaissent les entreprises quand elles sont sous pression. Demain, il faut imaginer que vous allez pouvoir décrire, utiliser et manager absolument toutes les politiques et les cas d'usage qui se présenteront à vous, puisque la solution permet de le gérer. Ce dont témoignent nos clients et qui n'est pas anodin, parce que ça n'a pas été le sujet de départ, par exemple, pour GPM, c'est que nos clients témoignent de la simplification de l'architecture derrière. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié les chaînes de fabrication des données importantes, par définition, on va pouvoir faire le ménage dans tout ce qui traîne dans le SI et qui aujourd'hui coûte pour rien. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir optimiser le système au final.
Pour pouvoir également accélérer l'innovation, donc accélérer l'innovation, il y a 2 aspects. Ça peut être travailler sur la donnée à proprement parler. Ça peut être aussi changer de plateforme, migrer de plateforme technique. On voit beaucoup de clients quitter leurs anciennes plateformes technologiques pour aller vers des plateformes big data, par exemple. Et enfin, le Graal, ce à quoi ça sert, ce pourquoi on est destiné, c'est de mettre en place un programme de qualité des données qui va permettre vraiment de tirer la quintessence de son patrimoine. Alors, du coup, on a l'avantage de voir Anas qui a un peu une vision très opérationnelle, puisqu'il a implémenté pour GPM, Groupe Pasteur Mutualité. J'aimerais bien, du coup, qu'on lui donne un petit peu la parole pour voir comment il a pu gérer ses cas d'usage. Peut-être 2 mots pour ceux qui ne connaissent pas le Groupe Pasteur Mutualité? D'accord, oui. Alors, Groupe Pasteur Mutualité est une assurance mutuelle spécialisée dans le domaine médical. Nous assurons des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires, dentistes, kinés, infirmiers. Et nous existons depuis 160 ans. Et nous avons une douzaine de produits autour de la prévoyance, l'assurance, la prévention, des services au quotidien également. Et nous disposons de 170 conseillers mutualistes répartis sur tout le territoire. Et donc, donc notre métier est basé sur la donnée, qui est pour nous une ressource fondamentale et très critique. Et donc, pour nous, la qualité de données, c'est juste indispensable pour exercer notre activité. Alors, du coup, parlons des enjeux, justement, face à la donnée que vous avez pu voir. Alors en fait, au niveau, pourquoi une gouvernance des données? Parce que, je dirais pourquoi une gouvernance forte des données? Parce que nous avons des exigences et des enjeux très forts autour de la qualité de données. Donc déjà, premièrement, le premier enjeu, c'est un élément essentiel pour le pilotage de l'entreprise, notamment en termes d'évaluation des engagements, de segmentation du portefeuille, de tarification. Et également et surtout, je dirais, de solvabilité, parce que nous avons des exigences de solvabilité qui sont très fortes, qu'il faut garantir concrètement et sur lesquelles il ne faut pas se tromper. Et donc le deuxième grand enjeu, ce sont les exigences réglementaires en fait, qui se sont multipliées, qui se sont très densifiées ces 15 dernières années. Notamment sur l'exhaustivité, l'exactitude et la pertinence des données. Donc ces éléments-là, on les retrouve dans des articles du Code de l'assurance maintenant. Donc c'est vraiment réglementé à l'article près. On a 5 ou 6 articles là-dessus qui nous obligent à avoir une exhaustivité, exactitude et une pertinence sur la qualité des données. Nous avons aussi également comme autre exigence une augmentation croissante des exigences des autorités de régulation et de supervision, notamment la BCE, le Comité de stabilité financière, le FMI. Donc voilà, toutes ces exigences sont en train de se densifier au fur et à mesure et deviennent de plus en plus fortes, d'autant plus qu'elles sont renforcées par Solvabilité 2, qui est arrivé aussi avec des critères de qualité qui sont aujourd'hui formalisés. C'est une directive et un règlement délégué en fait qui exige, je dirais, noir sur blanc, tous les éléments de qualité de données qu'on doit satisfaire. Au-delà de ça, au-delà des exigences, avoir une qualité des données, ça permet aussi de gérer un risque opérationnel lié aux carences du SI. Cet élément doit aussi être pris en compte dans le calcul de Solvabilité 2, parce qu'aujourd'hui, Solvabilité 2, il introduit des exigences aussi sur le SI. Donc on va dire Solvabilité 2 est devenu intrusif sur le SI. Donc tous ces éléments-là, ce sont des exigences aujourd'hui qui sont très fortes. On ne peut plus faire de la gouvernance juste en termes, il y a une quinzaine d'années où la gouvernance de la data, c'était une vision urbanistique, juste de mise en efficacité de son SI, mais sans plus. Aujourd'hui, c'est vraiment des exigences très fortes, concrètes, qui sont sur des articles et qu'il faut respecter, sinon on va le payer.
Donc, Ouais. voilà. On est passé d'une gouvernance théorique ou de très modèle et très organisation de processus à une gouvernance opérationnelle, où là, on est rentré dans le dur du sujet, en fait. Voilà, on a là maintenant, on nous force la main, je dirais. Mhm. Donc jusqu'ici, on faisait de la gouvernance parce qu'on était conscient, plus ou moins, je dirais, de l'efficacité que doit avoir le SI et de l'intérêt d'avoir un SI efficace. Mais là, maintenant, tout le monde n'était pas forcément convaincu, donc certains aussi pouvaient se permettre de ne pas avoir un SI rationalisé. Mais là, aujourd'hui, les exigences sont intrusives et peuvent venir auditer un SI et voilà, nous exiger qu'on ait plus de rationalité dans notre gestion de la donnée dans le SI. Donc là, vraiment, on est rentré dans le vif du sujet de la gouvernance. Quelque part, on a la main qui est forcée aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant. Alors, du coup, là, moi, j'ai une question. Est-ce que c'est un point de vue intéressant dans la mesure où on parlait tout à l'heure de stratégie offensive et défensive sur la gouvernance de la donnée et de l'importance en fait d'accélérer cette gouvernance pour rattraper les contraintes marché. Est-ce que peut-être une question à tous les trois, hein, est-ce que vous pensez que finalement, c'est un must-have, tout le monde doit y aller et c'est de moins en moins différenciant, c'est-à-dire que si on ne fait pas ça, comme disait Anas, on est obligé d'y aller, ou ça peut être encore un facteur différenciant dans le cadre d'une stratégie offensive, vraiment valoriser mes données. Alors, aujourd'hui, ça va dépendre du contexte et du contexte de l'entreprise. Anas fait partie d'une profession qui est très réglementée, donc il y a une énorme pression du régulateur et de la conformité. Donc finalement, ça s'impose et derrière, ils vont tirer des bénéfices, mais à l'initiative du régulateur. On n'a pas forcément la même chose dans tous les secteurs d'entreprise. Mais dans les secteurs où il n'y a pas une aussi forte réglementation, les entreprises qui vont sortir leur épingle du jeu, ce sont celles qui vont avoir mis l'accent sur cette gouvernance, la connaissance et la documentation de ces données, parce que justement, elles auront une meilleure maîtrise de la donnée. Donc, les services à valeur ajoutée qu'elles vont produire seront basés sur des données sur lesquelles elles ont une meilleure confiance, sur lesquelles elles peuvent s'appuyer. Il y a encore 2 années de ça, il y a des sondages sur les décisions qui étaient prises par les dirigeants d'entreprise qui montraient que les dirigeants d'entreprise prenaient de plus en plus de décisions sur la base de données, mais qu'ils n'avaient pas une très grosse confiance sur les données sur lesquelles ils s'appuyaient pour prendre leurs décisions. Ce qui est un paradoxe, parce que finalement, on veut baser nos décisions sur des faits, mais on n'a pas confiance dans les faits qu'on nous remonte. Donc, comment on peut déployer une stratégie basée sur des données alors que on n'est pas à l'aise avec les données sur lesquelles on se pose? On peut avoir des décisions stratégiques très dégradées en fait. Moi, j'ajouterais que le Covid qui a accéléré ce mouvement-là met encore plus en évidence les entreprises qui n'étaient pas prêtes. Et donc, je pense que le fait d'aller dans la gouvernance des données, c'est plus une option pour les entreprises qui vont survivre. Je pense que les entreprises qui vont survivre, ce sont celles qui vont s'adapter le plus vite possible. Pour pouvoir s'adapter vite, il faut maîtriser son marché, il faut être capable de le suivre, au moins, et surtout de ne pas se tromper. Donc aujourd'hui, je pense que les entreprises qui ne prennent pas le pari de lancer le programme de gouvernance des données, et surtout de l'outiller, parce que je veux bien qu'on discute de l'outillage il y a une dizaine d'années, mais aujourd'hui, c'est fini. Enfin, je veux dire, on passe plus de temps à travailler de façon manuelle. Il faut vraiment mettre en place, j'allais dire, une industrialisation et de l'outillage pour automatiser au max, parce que plus vite on met ça en place, plus vite les bénéfices sont là. Donc je dirais que là, aujourd'hui, c'est plus une option pour ceux qui veulent survivre. D'accord. Oui, tout à fait, Alain. En plus, aujourd'hui, on a les autorités de contrôle qui font des audits du marché et qui, justement, c'est le sujet que j'allais aborder juste après, c'était la situation des acteurs du marché et qui font des diagnostics où on comprend de plus en plus que ce n'est plus une question on n'est plus dans la situation d'il y a une dizaine, une quinzaine d'années où on peut se permettre encore d'avoir des données non rationalisées. Mais là, le diagnostic que les autorités remontent, c'est que on n'aura plus le choix. On va être face à des murs très bientôt et qu'il faut que le sujet soit mis en place et soit mis en œuvre et industrialisé
on va dire, au plus tôt. Et donc justement, la CPR a procédé fin 2019 à une évaluation portant sur la qualité des données auprès de 193 organismes, qui représentent à peu près 84% du chiffre d'affaires du marché de l'assurance et de la réassurance en France. Et l'évaluation a porté sur 6 dimensions, 6 grands critères, dont la cartographie a révélé le plus de lacunes, comme on peut le voir ici. C'est la cartographie qui était on va dire le plus mauvais élève. Et il est reproché justement aux acteurs de marché d'avoir des cartographies insuffisamment fines. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les cartographies qu'on faisait, c'était des cartographies de type architecture d'entreprise, du type c'était pour l'urbanisation, qui étaient des cartographies avec une certaine granularité et dans un certain but de rationalisation transverse. Et qui correspondaient à une certaine densité de l'information à un certain moment donné, je dirais dans les années 2000, mais cette densité, elle a changé. Aujourd'hui, on a une autre densité de la donnée dans l'entreprise qui nécessite une cartographie ou un autre type de cartographie qui soit suffisamment fine et en même temps maintenable. Et c'est cet élément-là que la CPR, l'autorité de contrôle des risques qui est chez la BCE, qui est côté BCE, elle a remonté ce point-là et elle a, dans son enquête, sur toute la majorité des entreprises, était très en retard là-dessus. Et donc pourquoi en fait pourquoi la CPR et pourquoi les autorités de contrôle veulent qu'on ait qu'on ait des cartographies suffisamment fines, parce que une donnée, en fait, on doit pouvoir la pister, on doit pouvoir faire une piste d'audit de chaque donnée et de toutes les données impliquées, et notamment celles qui sont impliquées dans les calculs de solvabilité. Ici, on est dans un cas d'usage réglementaire, mais il n'y a pas que les données impliquées dans le calcul de solvabilité, on peut avoir beaucoup d'autres données dont il faut contrôler le cycle de vie, de bout en bout parce qu'elles ne sont pas rationalisées et que ça peut avoir beaucoup d'impact sur l'ensemble de l'organisation. Et puis en même temps, la CPR aussi a reproché aux entreprises de ne pas avoir des cartographies fines. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, en fait, la criticité de la donnée a toujours été identifiée par dire d'experts. Et donc, par dire d'experts, on dira c'est pas tout à fait fiable à 100%. Donc aujourd'hui, il y a besoin de mesurer de manière formelle la criticité d'une donnée, c'est-à-dire on doit pouvoir la prouver de manière formelle, quasi mathématique. Et pourquoi ? Parce que il faut pouvoir mesurer formellement l'impact de la variation de cette donnée sur les calculs. Donc là, voilà. Donc tous ces éléments-là nous obligent et nous montrent que on peut plus se contenter d'une cartographie classique dans laquelle on cartographie les applications puis les interfaces et ça s'arrête là, ça suffit pas. Il faut vraiment une cartographie de type lignage de données, c'est-à-dire qui nous permet de pister une donnée de bout en bout sur tout son cycle de vie. Alors évidemment, on ne va pas pouvoir le faire sur toutes les données, mais il va falloir se mettre en marche pour pouvoir le faire pour un set de données métiers. On va en parler un petit peu après. Je voulais prendre deux questions qui parlaient. On a beaucoup parlé un petit peu d'outillage. Deux questions qui se regroupent, de Peter et de Bader. Quels outils utilise GPM pour la qualité de données et pour la modélisation des données? Et comment le cluster et la gouvernance? On peut les prendre maintenant, même si on en parlera après. Je pense que ça vaut le coup. Alors pour l'outillage, on utilise ASGDI pour la cartographie fine des données. Et pour la gestion des contrôles des données, c'est-à-dire le référentiel des contrôles et l'évaluation de ces contrôles-là et le traçage de ces contrôles-là et puis le cockpit, le pilotage de ces contrôles-là, on utilise un outil qui s'appelle eFront. En fait, c'est un outil de gestion réglementaire. Mais ces outils-là peuvent s'interfacer. Aujourd'hui, on ne les a pas encore fait, le sujet n'est pas encore sur la table, mais ça ne saurait tarder.
Et voilà, on est autour de ces deux outils-là. Très bien. Alors, avant d'enchaîner la suite sur les enjeux et le point de vue du GPM, j'avais peut-être Eric qui avait un commentaire dessus. Alors, je ne sais pas si Eric voulait venir sur scène, l'exprimer. Je ne sais pas, j'attends qu'il me réponde. En tout cas, je vous lis son intervention. Le lignage automatique ne me semble pas très mûr de nos jours dans les outils. Pour y arriver, il faut mettre en place des normes de développement et utiliser des outils qui ne sont pas en adéquation avec les contraintes de délai des projets et méthodes agiles. En fait, si, le lignage automatique aujourd'hui, on va dire, on ne peut pas dire qu'il n'est pas très mûr. Aujourd'hui, il y a un lignage technique, c'est-à-dire pour pouvoir faire de la rétro-doc. Aujourd'hui, un outil comme ASGDI le fait très bien. Et il le fait sur une panoplie de technologies qui est assez vaste et qui suffit en tout cas nous qui répond à nos besoins. Donc on est capable de faire un rétro-doc en lançant un scanner qui nous ressort les données, les métadonnées techniques. Mais ça ne suffit pas, bien entendu. Il faut lier ces données, ces métadonnées qui ont une sémantique technique à des métadonnées qui ont une sémantique métier, qui est le dictionnaire de données. Et ça se fait manuellement, effectivement, parce que le métier, lui, il a une certaine sémantique pour exprimer les données qu'il décrit dans le dictionnaire de données, mais les équipes des DSI ont une autre sémantique qui peut être différente, qui est liée à leurs usages. Et ce lien-là, il faut le faire, on le fait manuellement. Mais on ne pourra jamais avoir un outil qui fasse le scan de la sémantique métier. C'est pas possible. Ça n'existe pas un outil qui va scanner les cerveaux des personnes. On ne scanne pas les cerveaux, malheureusement, pas encore, ou tant mieux, je sais pas. Non, sérieusement, la logique de Lineage Technique, c'est quelque chose qui ressort aujourd'hui de façon criante. Moi, ça fait une dizaine d'années que j'en parle. Les entreprises se sont beaucoup focalisées sur la documentation métier au début, en passant beaucoup d'énergie dessus, ce que je peux comprendre, hein, c'est un exercice qui n'est pas simple. La seule difficulté, j'en parlais tout à l'heure un petit peu, c'est que en fait, une fois qu'on a défini sa documentation métier, on a passé du temps, on a mis des efforts dessus pour le faire, mais en fait, il faut juste comprendre que c'est le plus facile du travail et le plus rapide, parce qu'après, comprendre ce qui se passe dans la technique, c'est le plus difficile parce que ça n'arrête pas de bouger. Donc, nous, la réponse, depuis plus de 20 ans, c'est toujours la même. Donc, on met en place des scanners qui permettent d'analyser les chaînes de fabrication des données, c'est-à-dire de la source à la cible. On permet de comprendre comment une donnée transite d'un point de stockage A à un point de stockage B parce qu'on analyse le code source. En analysant le code source, on arrive à identifier des chaînes de fabrication complètes, de métadonnées techniques. Et comme dit très bien Anas, la difficulté qu'on a, c'est de faire l'alignement entre la donnée métier telle qu'elle est définie par le métier avec la donnée technique. Donc l'embryon de réponse, on va un peu plus loin que l'embryon de réponse, on a introduit la logique d'intelligence artificielle pour faire gagner du temps, mais pour être clair, on a encore besoin et on a surtout besoin de l'homme pour être capable de faire les liens parce que ça, on n'arrive pas encore à l'identifier. Donc l'IA permet de gagner peut-être 50% du temps dans l'implémentation, mais il y a encore besoin de l'homme. On a besoin de comprendre comment ça marche. Oui, dans l'absolu, imaginons qu'on a un traitement, enfin je le fais sur une échelle microscopique. On prend un programme qui effectue un traitement et on ne sait plus ce que fait exactement ce programme du point de vue métier. On le rétrodoc et puis forcément, même si on le rétrodoc, il y a besoin d'une action manuelle de compréhension et de documentation qui lui donne un sens métier. Donc ça, on est à une échelle d'un programme, mais ce principe-là, il peut s'appliquer à l'échelle du SI. Et c'est ce que permet ASGDI. Et voilà. Et pour répondre aussi à la question, je prends la place, Mathieu, de Frédéric. Alors, toutes les technologies sont pas forcément couvertes. Alain pourra le confirmer, mais les scanners que AKG développe sont capables d'analyser le code, de différencier ce qui est d'une notion de point de stockage et d'une notion de traitement, pour ensuite ressortir une vision synthétique des différents traitements qui sont effectués sur la chaîne de fabrication.
Donc, les scanners vont analyser le code. Après, la difficulté, c'est toujours la même. C'est-à-dire que techniquement, on va remonter toutes les informations qu'on va avoir. On a une phase d'analyse de ce qu'on appelle dans le métier le stitching. Il y a une partie de cette opération qui peut être faite automatiquement quand les sémantiques sont proches, ou quand on a positionné des concepts métiers sur lesquels on sait rattacher les données techniques. Mais on a quand même besoin d'une intervention humaine et pour faire ce travail-là. Et là, j'ouvrirai une petite parenthèse pour passer un message aux architectes techniques, aux tech leads et aux développeurs. Il faut toujours, faites toujours un effort de travailler avec les métiers et un dictionnaire métier, et que la sémantique métier se retrouve dans ce que vous développez et ce que vous réalisez. Parce que quand on ne fait pas ça, on aura besoin le lignage devient difficile. Donc je dirais c'est un travail en fait que tout le monde doit faire de son côté. Dans la gouvernance aussi, c'est aussi un comportement. Et ce comportement, il faut l'avoir, c'est-à-dire les équipes de dev, de réal et les architectes techniques doivent toujours veiller à ce que la sémantique des données qui est manipulée dans leur environnement est toujours une validation ou un sens métier qui est validé par les métiers. Oui, alors sans divulgacher la suite des événements, je crois que c'est un des 4 recommandations que vous faites par la suite. Donc on va essayer de continuer, si ça vous va. Hop, avec le point de vue du coup de GPM sur Ops. Excusez-moi. Tac. Alors oui, déjà alors pourquoi en fait on a besoin d'une connaissance fine des données? En fait, il faut comprendre que on ne le fait pas juste parce qu'on a un cas d'usage qui est réglementaire, qui nous oblige à le faire. Alors effectivement, cet élément, il a joué un rôle important pour avoir notamment le soutien de suffisamment de sponsors et suffisamment de force pour pouvoir le faire. Mais c'est aussi, en fait, on a pris conscience que maîtriser des données, c'est essentiel pour notre efficacité. Donc c'est quelque part une réflexion qui a mûri pendant plusieurs années, mais qui aujourd'hui a été déclenchée par une exigence réglementaire qui nous force à le faire et qui nous a convaincus que finalement, maintenant il faut y aller et que ça va vraiment être une action qui va être bénéfique et de manière transverse à l'entreprise. Et d'autre part, en fait, jusqu'ici, l'urbanisation, l'architecture d'entreprise, en fait, elle avait toujours un niveau de granularité qui était je dirais pas que c'est pas juste, qui était un niveau de granularité qui était tout à fait juste, mais qui était une échelle qui, quand elle proposait des initiatives, c'est-à-dire les architectes d'entreprise faisaient leurs analyses à juste titre et identifiaient des éléments de rationalisation à juste titre et proposaient un portefeuille de projets pour pouvoir aller vers une cible plus rationalisée. Leur portefeuille de projet était toujours très difficile à défendre. Pourquoi? Parce qu'il était très difficile à valoriser du point de vue des sponsors. Pourquoi? Parce que les sponsors, pour eux, en fait, la rationalisation, ce n'est pas un use case métier. Il y a une espèce de religion du use case métier. On n'évolue que s'il y a un use case métier. Et donc, du coup, c'était toujours difficile de chiffrer et de donner un chiffre aux initiatives d'urbanisation qu'il fallait faire. Or, aujourd'hui, avec un outil, quand on a une cartographie fine, c'est beaucoup plus ciblé. On peut immédiatement identifier les points de rationalisation, les périmétrer de manière très précise et sortir un dossier d'un projet ou d'une initiative et dire voilà la valeur ajoutée de notre dossier, voilà ce que ça va nous apporter, tant avec des chiffres, etc. Et ça parle aux sponsors parce qu'ils voient tout de suite, ils mesurent tout de suite la valeur ajoutée et l'intérêt financier, le gain qu'on peut avoir dans ces initiatives qui sont très ciblées et qui sont mesurables et palpables pour un sponsor. Et en même temps aussi, ça permet aussi de s'aligner sur on va dire la grande tendance d'agilité qui consistait à avancer par itération et petites itérations. Donc là, on y est dedans, c'est-à-dire on a une cartographie fine, on peut évaluer une petite initiative ciblée et mesurable
Et ça correspond tout à fait à l'esprit d'agilité qui consiste à avancer par petites itérations et jusqu'à ce qu'on ait une cible, jusqu'à ce qu'on parvienne à une cible qui est rationnelle. Oui, c'est un petit peu ce qu'on disait en préparation de cette cyberconférence, hein. On compare ça un peu avec une maison qu'on veut rénover. C'est un gros chantier, mais finalement, on peut très bien s'en sortir en faisant une pièce l'une après l'autre. Voilà, tout à fait. Moi, j'irais jusqu'à pour rester en fait dans l'esprit des urbanistes. On a une ville à urbaniser. Avant, on arrivait avec un projet où il fallait faire une avenue. C'était toujours difficile à défendre, même si c'était juste, à juste titre. Une avenue, c'est plus rationnel que plein de petites rues, etc. Et là, avec une cartographie fine, on arrive avec un projet, on dit, on ne va pas faire une avenue, mais là, on va faire une rue dans laquelle on va rationaliser un certain nombre de ressources, etc. Et là, c'est beaucoup plus, c'est plus petit, c'est plus ciblé, et c'est plus précis, et la valeur ajoutée est mesurable, et c'est plus adapté au budget. Parce qu'aujourd'hui, les budgets en fait alloués aux ESI sont de plus en plus ont une granularité de plus en plus fine. C'est plus difficile aujourd'hui de vendre un projet à 1 million d'euros qu'avant. Donc, et du coup, quand on a un projet, quand on arrive avec une cartographie fine et une initiative fine et ciblée qui est de l'ordre de 300 cas par exemple, c'est beaucoup plus vendable et les sponsors soutiennent. Ils comprennent tout à fait l'intérêt, il est valorisé, il est soutenu. Et donc du coup, à défaut d'avoir un projet de 1 million d'euros validé, on a un projet de 300 000 euros qui est validé, et puis l'année d'après 200 ou 300 cas, et ainsi de suite. Et en 5 ans, on arrive à rationaliser le SI de manière très ciblée et qui va dans le sens de l'urbanisation du SI. Il y avait deux questions intéressantes que je voulais rebondir. Un point de vue déjà de Rachida qui me semble intéressant de partager. Je pense que vous le lisez tous, hein. On peut également cibler, prioriser par concept, lead ou personne. J'aime bien vous entendre là-dessus. Vous êtes d'accord avec ça? Alors en fait, nous, on a fait quelque part, ça c'est une priorisation, c'est la plus efficace. Si vraiment on veut être parfait, dans un monde parfait, oui, c'est comme ça qu'il faudra le faire, parce que ce sont les concepts métiers qui sont communs à toute l'entreprise. Et donc forcément, un élément commun, si on le rationalise, on a un levier de rationalisation qui est très puissant. Mais justement, ça, c'est une vision trop transverse pour une réalité qui... En fait, voilà, quand on va arriver avec une rationalisation par concept, on va tomber dans l'urbanisation classique ou l'architecture d'entreprise classique. Et donc, du coup, par des initiatives qui vont être trop lourdes. Donc, du coup, ici, on le fait par cas d'utilisation, c'est-à-dire on fait une cartographie fine, mais en partant d'un cas d'utilisation qui est très représentatif, qui est nécessaire, comme celui qu'on a fait pour Solvabilité 2, ça nous a permis de cartographier de manière très fine les données Solvabilité 2, mais elles embarquent avec elles des données de concepts métiers qui sont partagés. Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'on cartographie de manière très fine aussi des données qui ne sont pas forcément que Solvabilité 2. Donc, en fait, c'est opportuniste. On en profite de l'exigence réglementaire et de cette contrainte, enfin cette exigence qui nous oblige à cartographier, et on embarque avec nous tout en réfléchissant à une cartographie qui va nous être utile pour autre chose que pour Solvabilité 2. Parfait. Je prends juste la dernière question de Frédéric et puis après on enchaîne pour pas trop perdre de temps. Rapidement, faites-vous de la cartographie uniquement en production? Le premier étant, comment on peut identifier les changements à faire au plus tôt? Je peux prendre le point, Nas, si tu veux bien? Oui. Donc en fait, le principe de la cartographie, c'est avec du recul, c'est le plus difficile pour les organisations. C'est-à-dire que quand on a eu à mettre en place, je prends l'exemple de Solvabilité 2, dans les premiers temps, c'était des travaux qui étaient faits de façon manuelle. Autant vous dire que quand on a un système d'information un peu complexe ou un peu vieux, c'était quasiment impossible. D'accord ? Et l'autre chose importante à comprendre, c'est quand on le fait de façon manuelle,
que tous les experts disent, c'est qu'une fois qu'on a terminé, il faut recommencer. Donc, on ne s'en sortait pas. Donc, nous, la solution qu'on propose, c'est de mettre en place un système de scan qui est automatisé, qui tourne en batch, donc c'est-à-dire qui ne vient pas nuire au fonctionnement de l'entreprise pendant la journée, ça travaille la nuit. C'est le client qui pilote ses mises à jour. À chaque fois qu'il va y avoir une modification de son système, c'est fait automatiquement. Alors l'automatisation ne s'arrête pas là. L'automatisation va également permettre de faire des chargements incrémentaux, donc ce qui est relativement léger en termes de puissance, on va dire, IT. Et derrière ça, proposer aux gens qui sont dans les workflows de validation les modifications qui ont été proposées. Dans le cadre de Solvabilité 2 ou du BCBS, on vous demande typiquement de faire de l'historisation de vos lineages techniques pour les données agrégées qui sont importantes. Donc on répond pile poil à la solution. Tout ce qui va être maintenant manuel, donc je fais bien le distinguo entre ce qui est technique qu'on va remonter automatiquement et ce qui est manuel, donc qui va être intégré de façon séparée. Je dirais que d'une manière générale, tout ce qui va tourner autour de l'aspect métier du déclaratif, ça va être, une fois que c'est dans l'outil, ça va être audité. On a des pistes d'audit qui permettent de vérifier qui a fait quoi, quand et comment. Et quand il s'agit d'éléments techniques qui sont globalement, qui peuvent être des injections d'Excel, par exemple, ou de CSV à période. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises procèdent comme ça pour faire leur contrôle technique. Mais globalement, là, il faut mettre en place un processus qui doit être lui aussi historisé pour intégrer ces données. Donc, globalement, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a l'outil, tout est historisé et tout est auditable. Voilà, c'est la réponse. J'espère pas être trop long, mais voilà. Non, c'est parfait. On arrive un peu à la fin. Alors du coup, on va accélérer un petit peu. J'aimerais vous donner la parole à tous les trois, un petit peu, chacun vous entendre sur la problématique de départ, l'accélération de la gouvernance de données. Je commencerai par Anas sur les retours d'expérience. Finalement, je crois qu'on en avait dit qu'il y en avait 4 du projet. D'accord. Donc, en fait, premier retour d'expérience, c'est que ne pas tout de suite s'engager dans un linéage massif avant d'identifier le bon métamodèle. C'est-à-dire, on peut se tromper dans le métamodèle et si on fait un linéage massif dessus, on rate sa cible. C'est-à-dire après, pourquoi? Parce qu'un métamodèle qui n'est pas adapté, on peut se retrouver avec une cartographie qui n'est pas maintenable. Donc voilà, on va dire le premier retour d'expérience qu'on a, c'est qu'il faut vraiment d'abord calibrer, itérer sur un set de données représentatif qui nous permet de trouver le bon métamodèle. Alors, c'est quoi le métamodèle? Qu'est-ce que j'entends par métamodèle? C'est le modèle de données du linéage. Parce que même le linéage, en fait, il manipule des données et il faut vraiment que ce modèle de données soit bien fait et soit à la bonne granularité qui permette le compromis suivant, c'est-à-dire un compromis entre la maintenabilité et le niveau de finesse qu'on désire, qu'on souhaite. Et ça, il faut itérer dessus. Donc, pour itérer dessus, on a fait plusieurs itérations sur un cycle. Alors, le cycle, en quoi consiste le cycle? On fait un workshop de conception du métamodèle et puis on le paramètre dans l'outil. On cartographie complètement un échantillon représentatif et puis on mesure le coût de cartographie, combien il nous a fallu de temps pour cartographier par donnée. Et pour le maintenir aussi, on mesure le coût de maintenance. On simule comme si on allait le modifier X fois par an et on mesure concrètement combien ça coûte. Et puis on se dit, bon ben non, là, c'est peut-être pas le bon métamodèle parce que sur 1000 données, nous, on avait plus d'1 millier de données métiers à linéager. On multiplie par 1000 et on s'aperçoit tout de suite que c'est pas le bon modèle et on refait notre cycle. Et donc GPM, au sein de GPM, dans notre projet de linéage, on l'a fait 5 fois avant d'arriver au bon modèle. Donc ça, c'est un travail qui est à faire avec l'outil. Donc c'est l'outil qui permet à chaque fois de reparamétrer le modèle qu'on souhaite. Et là-dessus, ASGDI, l'outil, il est très bien pour faire ça. Et donc voilà, on a itéré, on est arrivé à un bon métamodèle qui nous permet d'avoir un bon compromis entre la maintenabilité d'une cartographie fine, parce que qui dit cartographie fine, il y a quand même un risque de densité élevée, donc de coût de maintenance qui peut être trop élevé. Et donc voilà, on a trouvé ce bon compromis et on est arrivé au bon métamodèle et ensuite on a lancé
le projet de lignage massif sur l'ensemble des données qui nous restaient à linéager. On va faire le sprint comme au bon vieux temps, Anas. Oui. Ah oui, pardon, oui. Et alors, deuxième retour d'expérience, il ne faut pas s'engager dans un linéage sans avoir identifié le cas d'usage. Pourquoi ? C'est lié à la remarque de Rachida Taleb. En fait, il faut identifier un cas d'usage qui va forcément embarquer ces données qui sont spécifiquement liées à son cas d'usage, mais qui va aussi embarquer des données de concepts métiers partagés dans l'entreprise. Parce que ce sont ces concepts-là qui sont partagés, qui vont servir aussi à tous les cas d'usage et à toute l'entreprise. Donc là-dessus, en fait, il faut se baser sur un cas d'usage précis, parce que ça permet d'identifier tout de suite le périmètre et d'avoir un sprint, on va dire, ou un ensemble de sprints dont l'objectif est clairement défini et identifié pour pouvoir sortir un livrable bien cadré. Je crois. Et donc, troisième retour d'expérience, ne surtout pas s'engager dans le linéage sans avoir construit un dictionnaire de données métiers. Pourquoi ? Parce que en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Ce sont les données métiers qui chapeautent tout l'ensemble. Parce que toutes les données dans l'entreprise qui ont de la valeur ajoutée, ce sont des données métiers. Et ces données-là, en fait, on va les retrouver disséminées sur tous les systèmes d'information. Elles vont avoir une sémantique différente, mais elles représentent toujours le même concept métier. Et cette notion de représenter le même concept métier, elle est dans le dictionnaire. Et c'est ce dictionnaire-là, en fait, qui va nous permettre de gérer cette complexité de dissémination des données dans tout le système d'information. Donc, surtout, ne pas partir sur un linéage sans avoir identifié, construit un dictionnaire de données métiers. Pardon, oui. Excuse-moi, il y a une question de Stéphanie qui posait un petit peu quels outils on utilisait pour le dictionnaire de données et la documentation. Peut-être que il y a différents outils sur le marché. Peut-être Pascal, si tu veux prendre le point. Alors, il y a plusieurs, mais il y a AGDI, enfin Data Intelligence, la solution embarque un dictionnaire métier qui permet justement de faire le lien entre les aspects techniques et les aspects justement les concepts métiers qu'on déploie et qui permet justement de rassembler, ce que disait Anas, toutes les informations qui sont disséminées dans tout le SI, de les ramener à un concept métier unique et qui est bien identifié. Donc, l'outil porte lui-même un dictionnaire qui est déjà. Après, on a d'autres outils dans le marché qui sont capables de faire ça, mais qui couvriront une partie du périmètre et pas toute la chaîne. D'accord. Le dernier point. Et puis, dernier point, ne pas s'engager dans un lignage sans garantir l'implication des métiers. Nous, on a garanti 5%, c'est-à-dire, quand je dis garantir, c'est-à-dire il faut qu'il soit disponible sur 5% du coût du projet dédié pour le projet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on fait le lignage sur la base d'un cas d'usage. Et ce cas d'usage, c'est eux qui sont le mieux à même de le décrire. Et il ne faut surtout pas aller sans eux. Pourquoi ? Parce qu'on va se mettre à aller à la pêche de l'information et on ne va pas être efficace. Et ça, on l'a déjà expérimenté. C'est-à-dire, nous, on a commencé, en fait, dans notre phase d'expérimentation, on a fait en mode polling, je dirais. C'est-à-dire, on allait chez les métiers leur poser les questions, mais en fait, on ne leur posait pas la bonne question. Et après, on a changé de méthodologie, on a ramené les métiers, on leur a dit, bon, ben, on veut les données solvabilité 2, on veut les linéager de bout en bout. Hein, il faut faire comment ? C'est quoi la manière la plus efficace de faire ? Et donc, c'est eux qui nous ont donné cette approche-là parce que c'est le métier, ils connaissent bien leur métier. Et là, ça a été très efficace parce que on a pu linéager beaucoup de données sur une période assez courte. Et donc là, vraiment, leur implication est très importante. Merci Pascal. Et je vois que Pascal, un petit mot de fin. Un petit mot de fin, ce qu'Anas a très bien démontré, hein, c'est que c'est une démarche. Donc, outiller la démarche est aujourd'hui indispensable pour accélérer, pour être opérationnel rapidement.
Maintenant, on n'est pas avoir une démarche qui consiste à dire je vais inventorier tout mon patrimoine data et je vais faire un immense projet de gouvernance. C'est pas la bonne méthode. La méthode, c'est d'y aller pas à pas, de comprendre et de structurer cette démarche. Donc nous, on a accompagné GPM dans la démarche. On l'a synthétisé en 3 grandes étapes. La première étape, c'est l'inventaire, inventorier le patrimoine data. Le patrimoine, c'est à la fois les données du SI, les périmètres. Donc, il faut, on va pas inventorier l'ensemble du SI d'un seul coup. On va cibler, identifier les périmètres. Et puis, on va très rapidement passer à l'étape 2 qui, elle, va nécessiter l'implication des métiers sur la compréhension et la gouvernance, c'est-à-dire documenter les traitements, identifier les cas d'usage, construire tout le cycle de gouvernance opérationnelle, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a construit le lineage, quels vont être les processus d'approbation, qui approuve quoi, à quel moment, qui a le droit de modifier ou de faire des modifications. Et donc là, l'outil supporte tout ce workflow. Et puis, la dernière étape, là, à NAS, on n'y est pas encore, mais c'est aussi une cible, c'est tout ce qui est partage, puisque une fois qu'on a construit cette documentation, si on n'est pas capable de la partager vis-à-vis et de donner l'accès au métier et aux utilisateurs de la donnée, on va rater l'essentiel du coche. Et donc, c'est vraiment la cible, diffuser les informations structurées, structurer nos informations autour de la donnée, qui vont permettre ensuite de générer de nouveaux services, de mieux connaître nos données et de générer cette valeur dont on attend tous. Si on ne va pas cartographier pour cartographier, en fait, la cartographie doit être utile à un certain nombre d'acteurs dans l'entreprise. Donc oui, là, c'est sûr que la notion de partage, la fonction de partage, elle est juste indispensable. Dernier speaker, avec la proposition de valeur de la solution HGDI. Oui, alors, en conclusion, ce que je dirais, c'est que globalement, il faut pas avoir peur aujourd'hui d'y aller. Je disais au début, il faut penser grand. Et puis Anas et Pascal disaient, il faut penser petit. En fait, il faut les deux. Quand je dis penser grand, c'est-à-dire qu'il faut vraiment partir sur une solution qui va vous permettre de vraiment gérer tous les cas d'usage. Donc, il ne faut pas partir sur une solution fermée, dédiée à un seul cas d'usage. Et quand je dis qu'il faut quand Anas et Pascal disent qu'il faut pas penser petit, c'est que en fait, en démarrant par des petits périmètres, on va tout de suite montrer la valeur de la solution et donc on va acculturer l'entreprise parce que ça, c'est toujours un sujet. C'est-à-dire que quand un sponsor, un dirigeant d'entreprise dit on va devenir une entreprise data-driven, entre le moment où il le décide et le moment où ça se passe, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de temps parce que les choses ne coulent pas de source. Donc en fait, pour synthétiser la proposition de valeur d'EI, nous, on intervient de façon très, très opérationnelle sur 5 sujets. Quand vous avez une conformité à respecter, on va vous aider à automatiser une grande partie des tâches pour pouvoir répondre aux auditeurs. Donc, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Au niveau de la fiabilisation de la documentation, on vous propose les mécanismes qui permettent de suivre ce qui se passe et d'historiser dans le temps pour être sûr que vous n'en ratez rien et pouvoir justement conserver la mise en confiance de ces données. Les dispositifs sont pensés pour être mis à jour, c'est-à-dire que en fait, tout est, j'allais dire, versionné, et ça c'est important, et automatisé également. Le résultat, et tous nos clients en témoignent, c'est-à-dire que dans un premier temps, ils ont répondu, je pense notamment aux clients américains, ils ont commencé par répondre à une norme prudentielle qui leur coûtait, pour ensuite tirer les bénéfices, c'est-à-dire vraiment faire des opérations de nettoyage massives sur leur système d'information, pouvoir faire des migrations, j'allais dire, maîtrisées d'une plateforme vers une autre ou une modélisation d'application. Ça, c'est vraiment des gains opérationnels qu'on ne montre pas au début, mais qui sont là. Et puis, évidemment, le Graal, c'est d'arriver à valoriser son patrimoine de données, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de patrons d'entreprise vont vouloir vendre ces données et les monnayer. Donc, je pense qu'il faut vraiment se mettre dans cette logique-là, et c'est là où on vous emmène. Voilà. Ah, quel mot de fin. Ouais. On vous emmène. Écoutez, merci. Un peu plus de retard. Là, vous avez les personnes, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, à la fois pour la solution HGDI et Alain, pour l'implémentation et l'intégration qu'on a fait James avec Pascal, et pour les résultats, effectivement, tous les insights que nous a donné Anas. Merci à tous. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée froide et ensoleillée. Merci. Bonne journée à tous.